La première fois que j'ai entendu parler de ce scénario, c'est venu directement par la productrice, via mon agent américain, voilà, puisque c'était un scénario en anglais. Je ne connaissais pas spécialement l'auteur, Eva Ibbotson, mais j'ai lu le scénario et immédiatement, l'ensemble des personnages m'a paru sympathique à tel point que je me disais, mais en fait, c'est un remake. On me propose un remake d'un film déjà connu. Je veux dire, les personnages sont tellement archétypiques et pleins et entiers que d'entrée de jeu, je me suis dit, mais cette famille, je la connais, et si je la connais pas, en tout cas, je veux pas la lâcher. À l'arrivée, c'était un scénario vraiment basé sur le loufoque. Ça manquait un petit peu de règles, ça allait dans tous les sens. Mais ce qui était vraiment le cœur de tout cela, c'était cette famille avec effectivement ces 5 personnages principaux qui en récoltent quelques-uns au fur et à mesure. Et tout ça forme une famille totalement dysfonctionnelle, recomposée de partout, puisqu'ils sont tous morts à des époques différentes, n'ont aucun lien de sang, mais décident de vivre ensemble et de reconstituer les valeurs d'une vraie famille. Et on s'aperçoit qu'ils ont parfois bien plus de valeurs que les bons vivants qui ont une famille normale et constituée. Humphrey, tu fais partie de la famille à présent. Alors, dès demain, je t'enseignerai le noble art du hou. Non, Amish, nous en avons parlé à maintes reprises. Pas de jouets guerriers, pas de sucreries et pas de hou sous mon toit. Le film prend le parti pris d'être au milieu des morts, ce qu'on voit rarement en fait dans les films de fantômes, à part quelques-uns, quoi. Mais on n'est pas du tout du côté des vivants qui découvrent le monde des fantômes, on est parmi un jeune fantôme qui vient d'arriver dans le monde des fantômes et qui découvre toutes ces règles. Donc il fallait que ces règles apparaissent au fur et à mesure, qu'on comprenne ce côté très, très rigide et très, je vais dire même réac des fantômes qui vivent tout le temps dans des traditions et qui ne veulent pas en changer. Humphrey, mon chéri, disparaît. Pourquoi? Pour ta sécurité, mon ange. Mais pourquoi? Parce que tu es décédé. Raconter, inventer des règles, puisqu'en fait le monde des fantômes n'existe que dans l'imagination de ceux qui les créent. Donc il fallait inventer des règles. Du coup, très vite est apparue l'idée qu'il y avait cette espèce de notion un petit peu oubliée chez les fantômes qui était le Wu, qui était leur vraie force et leur vraie puissance. On pourrait faire une association assez directe avec Star Wars et la Force, voilà. C'est-à-dire qu'il y a les Jedi qui maîtrisent la Force et les vieux fantômes qui maîtrisent le Wu. Humphrey, Humphrey, qu'est-ce que tu fais? Humphrey, Humphrey! Alors oui, c'est toujours compliqué de faire une adaptation parce qu'on a toujours la tentation d'être totalement fidèle au livre et en même temps, on a envie de faire un film qui nous ressemble. Donc il y avait ce juste milieu à trouver entre les deux. À l'époque où j'ai fait Fantômes et compagnie, je pensais que c'était mon dernier opus autour de l'enfance. Je me suis trompé puisqu'après j'ai fait La Guerre des boutons. Être adulte, ça fait comment? J'ai l'impression d'être exactement le même qu'à ton âge. Je t'assure. Ça ne vaut peut-être que pour moi. Je ne vois pas de scission entre l'enfance et l'âge adulte. C'est la même personne qui poursuit en se mettant plus ou moins des interdits et en jetant un voile pudique sur certains idéaux qu'on a dans l'enfance. Si bien que finalement, on se retrouve au bout du compte dans un couloir, on a l'impression finalement que le monde nous empêche d'atteindre nos objectifs, alors qu'en fait, notre seul ennemi, notre seule barrière, notre seul obstacle infranchissable est nous-mêmes. Bonjour monsieur, je m'appelle Humphrey. Faire un fantôme enfant, c'était pour moi une espèce d'apothéose de ce que j'avais fait, puisque c'est pas du tout un film. C'est très compliqué en fait, parce que quand on écrit ce scénario, on se dit ok, j'ai un héros. Généralement les héros, on les aime quand on les écrit. Moi, je sais qu'au bout de la page 5, il meurt. Déjà, je commence mal, quoi. Je me mets le public à dos. Ensuite, il est un fantôme pendant le restant du film. Il faut absolument que je fiche le camp d'ici. Et pour toujours. Il traverse des épreuves terribles, il se fait adopter par une famille qui ne veut pas, il les rejette, il se fait trahir par ses meilleurs amis, et ainsi de suite. On se dit, mais pourquoi est-ce que je fais subir tout ça à un enfant? Et en fait, au contraire, c'est pour montrer cette vaillance et cette capacité tout le temps à rebondir de l'enfant. Pour diriger un enfant sur un tournage, je pense que je commence à avoir gagné quelques galons, là, ces derniers temps. Les règles, ça varie en fonction du film et des enjeux du personnage.
Là, en l'occurrence, la difficulté pour Toby, c'était qu'il était le seul enfant dans un monde d'adultes. Et c'est ça qui fait le charme, effectivement, de ce personnage, c'est qu'il a ses valeurs d'enfant, il vient de mourir 2 mois au début du film, donc il est encore très attaché au monde des vivants, et il refuse, effectivement, il est souvent en conflit avec les adultes. Donc sa difficulté à lui, c'était de s'intégrer dans ce monde d'adultes. Qu'est-ce qui ne va pas, fils? Je n'ai jamais voulu être votre fils. Je n'ai jamais voulu être un fantôme. De ce fait, ben, je fais comme je fais un peu avec tous les enfants en général sur les plateaux, mais même avec les adultes, c'est-à-dire que je brise les tabous de l'idée qu'on est en devoir de travailler, en fait qu'on est là pour s'amuser, pour faire quelque chose de festif et d'amusant. Donc on crée des liens, on devient très potes, on passe beaucoup de temps en amont à sortir, à parler de choses et d'autres, de nos vies respectives, etc., jusqu'à ce que ben, on a l'impression de se connaître tellement bien qu'arrivé sur le plateau, ben, on a oublié finalement qu'il y a toute une équipe et des moyens mis en œuvre autour de nous pour raconter l'histoire. Il est plein d'énergie, très pétillant, très volontaire, et c'est ce qu'il faut, quoi. C'était justement l'antinomie du mort, c'est un garçon qui déborde de vie. C'est pas un vrai fantôme. Les vrais, ils savent voler. Non, ils volent pas. Si, ils volent. Je te dis que non, je te dis que si. Qu'est-ce que c'est qu'un fantôme? Et donc moi, j'ai insisté beaucoup pour qu'un fantôme, en fait, ce soit une âme qui perdure à l'instant de sa mort. C'est-à-dire que l'instant de sa mort est figé pour une durée probablement éternelle, en tout cas indéterminée. Ce coup-ci, c'est assez. J'abandonne. Tous les gens de l'équipe se sont mis à imaginer la manière la plus ridicule de mourir ou la plus visuelle de mourir. Le problème, c'était pas de trouver juste quelqu'un empoisonné, parce que c'est pas drôle visuellement, c'était de trouver une façon visuelle de mourir. Mesdames et messieurs, applaudissez Georges! En de rares occasions, on peut aussi être éjecté de son travail. Le seul, l'unique boulet de canon humain! Alors Georges, c'est lui. Je retourne dans ta... À la base, dans le premier scénario que j'avais lu, il était plus un accessoire qui permettait de faire des gags, et je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut vraiment que ce soit un personnage principal de la famille, et je suis arrivé avec cette idée que c'était une balle de ping-pong, en fait, qu'on le lançait, il rebondissait dans tous les sens, sans trop savoir où il allait atterrir. Ça a été un gros boulot, c'était la première fois, en ce qui me concerne, que je bossais avec un personnage entièrement généré par image de synthèse, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de présence physique sur le plateau. Pour un seul personnage, c'est une équipe entière qui est mobilisée. Chaque plan avec Georges est extrêmement pensé, réfléchi. On ne le fait pas comme ça à la dernière minute en se disant « bon, il faut qu'on fasse les plans de Georges ». Sur le tournage, on a une balle de tennis au bout d'une perche qui permet aux acteurs d'avoir une direction de regard, qui nous permet ensuite toutes sortes de fils ou de systèmes mécaniques télécommandés pour faire tomber les objets qui renversent ou quand il rebondit, etc. On avait également en permanence, et ça c'était extrêmement dangereux, une longue perche avec un cercle de feu qu'on faisait grossir ou réduire pour ne serait-ce qu'avoir les reflets des flammes sur les visages des acteurs. Après, il prend vie en post-production. On commence à faire des essais, on lui fait faire des grimaces, on le fait bâiller parce que d'un seul coup, ça crée une diversion par rapport à un dialogue et que ça rajoute un petit peu de piment dans l'action. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit que toute la palette des expressions qu'on avait pu imaginer, elle se retrouve à l'écran et ça fait extrêmement plaisir. C'est absolument, complètement, tout à fait incroyable. Oui, c'est magnifique. Tourner à Londres, c'est toujours compliqué parce qu'il y a toujours énormément de monde, qu'ils en ont, comme à Paris, ras-le-bol des tournages, il y en a tout le temps, que du coup ça bloque les rues, la circulation est déjà très compliquée dans ce genre de grande ville. On avait effectivement, comme on le voit à l'écran, loué ce double-decker, ce bus à 2 étages, rempli de fantômes. Et là, on n'avait aucun moyen, aucun recours pour bloquer la foule, on le savait. Mais ça servait finalement le film. Je me suis dit, je vais amener des fantômes, les touristes ne vont plus filmer les monuments, mais filmer nos fantômes, et ça va créer exactement ce que j'aurais recréé si j'avais eu les moyens de réserver cette place, qui arrive quasiment jamais dans l'histoire du cinéma. Bon.
Et donc ça a été une espèce de journée magique parce qu'on a fait plusieurs tours avec le bus, donc les touristes voyaient passer ce bus fantôme en permanence, c'était très très drôle et ils les saluaient, il y avait une espèce d'enthousiasme dingue et puis quand il s'est réellement arrêté, les gens s'arrêtaient en disant et décrivaient les fantômes les uns après les autres, on créait un attroupement, mais c'était de la mise en scène naturelle et en même temps exactement ce que j'aurais fait si j'avais eu effectivement le loisir de le faire. Là où j'ai été le plus surpris, c'est que la Tour de Londres appartient à Sa Majesté la Reine et qu'en fait, l'autorisation de tournage pour la Tour de Londres dépend directement d'elle. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que la Reine accepte de prêter une de ses nombreuses demeures à un tournage qu'elle n'avait pas fait, je crois, depuis plus de 50 ans. C'est avec une joie immense. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que j'entre te chercher là-dedans? Aujourd'hui, je déclare Georges! cette tour hantée. On n'a pas trouvé d'ectoplasme fantôme sur la pellicule. Parfois, en revanche, on avait des touristes très très désagréables qui étaient pile poil au milieu de l'image, on s'en rendait pas compte, qui regardaient droit dans l'objectif en faisant coucou comme ça. Et eux, on a dû les effacer comme on efface les fantômes. Vraiment, il y avait une cohésion, tout le monde était très heureux de faire ça. Je pense qu'il y a un vrai sens aussi du fantastique en Angleterre que nous avons peu en France et que tout le monde est très très proche finalement de cet univers de la mort, des sorcières, etc. Oh là là. Parler de la mort avec humour, parler dans cette manière légère, renouer avec tous ces films qui n'existent plus beaucoup, le dernier en date étant Beetlejuice, donc dans cette espèce de tutoiement de la mort où on se dit finalement ça peut être très rigolo, ça fait beaucoup de bien, quoi.